Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 17e numéro du Bistrot d'Aléolosque, saison 3. Un numéro du Bistrot d'Aléolosque qui est réalisé par les supporters du LOSC, par le site Aléolosque et les dogs du net, pour les supporters du LOSC, qui vous est proposé chaque mardi soir à 20h30 en direct sur la page Facebook du Bistrot et en replay à partir du mercredi matin sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, nous allons évoquer au sommaire une présentation de nos invités du jour. Alors, vous en voyez un, vous ne voyez pas le deuxième. Alors, je vais commencer par celui que vous voyez, que vous reconnaissez peut-être. Il y a déjà quelques années qu'il jouait au LOSC. Il y a combien de temps? On ne le dit pas, Eric? Non, on ne lit pas, on ne lit pas. Alors, c'est Eric On lit pas. Brissette qui jouait au LOSC il y a quelques années et qui est venu nous dire un petit bonjour et avec qui on va évoquer ses souvenirs, sa vision du foot et l'actualité du club que je pense tu continues de suivre, Eric. Oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Et bien sûr, c'est avec plaisir que je suis alors les résultats, que je vais de temps en temps au match parce que il y a une belle organisation du club qui permet à certains anciens de venir de temps en temps et d'être bien accueillis et d'aller voir les matchs. Donc effectivement, je suis les matchs. Alors, on a un deuxième ancien qui est avec nous, qui jouait, d'ailleurs, je crois que vous vous êtes croisés la première année où tu arrives au LOSC, je crois que Michel était également présent. Alors, vous ne le voyez pas, on va essayer de le faire apparaître d'ici la fin de l'émission, mais on va l'entendre, ça, vous pouvez lui faire confiance. C'est Michel Titeka qui était déjà venu nous rejoindre. Bonsoir Michel, comment vas-tu? Bonsoir à vous, meilleurs vœux. Mais- Meilleurs vœux à vous meilleur, tous. Et je suis meilleur en train vœu, de me monsieur. battre pour que je puisse apparaître dans l'écran. Mais Bon, je suis vraiment ancien, donc c'est pas facile pour moi. on compte sur toi, on espère qu'on verra ton image et que tu nous enverras pas un télégramme, Michel. Je me bats pour ça. On te fait confiance. Pour accompagner donc Michel et Eric, nous avons trois piliers de bistrot que vous connaissez parfaitement. Alors, il était avec nous le week-end dernier à Lille. C'était la première fois depuis déjà quelques temps, quelques années. C'est Lorenzo qui anime le compte Twitter Dogs Italia et la page Instagram du même nom. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir François. Et bon, déjà, merci à tous pour le week-end que j'ai passé dimanche, mais on aurait le temps pour en parler. Et beaucoup moins loin, il est de la région de Dunkerque, il est avec nous, c'est Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais donner un petit indice, on ne va pas donner la date où Eric jouait au LOSC, mais en gros, c'est une époque où ça parlait beaucoup belge dans les tribunes. Ouais, ça parlait beaucoup belge, effectivement. Et il est également, on parle de la Belgique, il n'est pas très loin de la Belgique, hein. C'est Christophe qui est avec nous, malgré son drapeau canadien, il habite à côté de la frontière. Exactement. Bonsoir à tous. Bonsoir, mes invités. Bonsoir, Christophe. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez que vous pouvez réagir en direct pendant l'émission sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Aléolosque. Donc, n'hésitez pas. Vous savez que nous allons retenir les principaux messages et on les donnera à l'antenne pour que vous puissiez participer à l'émission. Donc, si vous avez des questions pour Michel et pour Eric, ou pour un des piliers du bistrot, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Alors, au sommaire, donc, ce soir, en première partie, on fera un retour donc, dans ces années 80. C'est un deuxième à 10. Hein, je suis désolé, Eric et Michel. Non, mais Donc, on accepte. à la découverte de nos invités. Après, moi, j'assume, on est à peu près de la même génération, donc il n'y a pas de, j'ai pas de souci avec ça non plus. Et dans une deuxième partie, on reviendra sur les deux matchs de championnat, donc Brest et Troyes. Le LOSC passe du froid au chaud, SHOW. Et en troisième partie, si on a le temps, on reviendra sur le prochain rendez-vous, Coupe de France. Attention à Pau pour la chasse à la coupe. Je vous laisse réfléchir sur ce titre. Voilà, donc première partie de cette émission, retour sur les années 80 à la découverte de nos invités. Donc nous avons le plaisir d'avoir donc Michel Titeka et Eric Brissette. Alors bon, Michel, on te connaît déjà, on a déjà fait ton panégyrique il y a quelques semaines. Eric, tu es né à Nouvion-en-Thiérache. Comment Le Nouvion en tirage, Nouvion dans en l'Aisne. Tirage, c'est dans l'Aisne, je crois. C'est à la frontière
frontière du Nord, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment la frontière de l'Aisne et du Nord. Ouais. Mais toute la famille de mon père, son père, donc mon grand-père, qui avait 11 enfants mineurs et qui travaillait à la ferme, viennent de là, en fait. Hein, toute cette région de l'Avesnois, de la Thiérache. Bon, alors, des villages qu'on connaît comme Maroilles, qui sont assez connus, mais il y en a d'autres qu'on connaît moins, comme peut-être Étrin, Avesnes, Avenel, Fleuillon, Fontenelle, Le Nouvion. Tout ça, ce sont des petites bleds là où j'ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse. Alors, comment on arrive de Nouvion-Thiérache à professionnel au LOSC, au centre de formation, qui était embryonique à l'époque, mais tu étais formé au club, je pense. Oui, j'étais formé au club. Alors, en fait, mon père, mes parents habitaient Maubeuge. Mon père avait travaillé dans une boîte d'intérim aussi. Il avait pas mal de gars. On avait un café. Moi, je faisais du judo à 10, 11 ans, 12 ans. J'ai commencé à jouer au foot très tard, en fait. J'ai commencé à jouer au foot très tard, enfin très tard. Je pense que ma première licence, elle est pupille deuxième année, ou à l'époque, on était pupille, donc à 11-12 ans. Et puis, c'est Jean-Marc Varnier qui était l'entraîneur de l'USM à Maubeuge. Et j'ai commencé à jouer au foot alors que je faisais aussi de l'athlétisme, du hand, du judo. Enfin bon, tous les soirs, j'étais quelque part pour bouger un peu parce que j'étais un petit peu, comment dire, un petit peu nerveux quand même. Enfin, pas nerveux, mais bon, il fallait que j'ai de l'activité. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé à 12, 13 ans, 14 ans. Et commencer à l'USM, les minimes de l'époque, je pense que, alors si je ne me trompe pas, les championnats, il y avait un championnat régional et il n'y avait pas encore les cadets nationaux, les moins de 13, moins de 15, c'était pas encore comme ça. Et donc en minime, ça se passait pas trop mal. Et il y avait des sélections régionales. Et voilà, j'ai été pris dans une sélection régionale et ça a commencé comme ça, quoi. Alors, tu es rentré donc au centre de formation, puis en équipe première, c'est 83, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, premier match à Nantes, je pense en 83. Alors, oui, je crois que c'est en janvier-février 83, avec Arnaud Dos Santos. Janvier 84. Ou 84, pardon, excusez-moi. Ouais. Parce que j'ai commencé fait, un match avant toi. J'ai commencé en décembre 83. C'est ce que j'allais dire. Il a de la mémoire, hein, quand même. On ne le voit pas, mais il a de la mémoire. Hein. En fait, vous avez commencé ensemble. C'est ça Oui, on a fait le centre de formation ensemble, en fait. Lui est resté à Bézieux parce que il fallait qu'il joue aux cartes quand même une fois ou deux par semaine. Donc, il fallait absolument qu'il rentre sur Bézieux. Mais moi, j'étais au centre de formation parce que mes parents habitaient Maubeuge. Et bon, voilà. Alors, sauf que la première année, j'étais à Dunkerque. C'était un peu compliqué. J'avais une quinzaine d'années. J'allais à Dunkerque la semaine. Je jouais en cadet national le week-end. Et j'ai intégré le centre de formation une année après. Donc tout ça, tout ça a fait que Michel, après, on a fait nos 3 ou 4 ans ensemble et on a signé professionnel au bout de 4 ou 5 ans, je crois, ensemble. Hein. Pratiquement nos cursus, on l'a fait ensemble. Tout à fait. Beaucoup de matchs en cadets nationaux, beaucoup de matchs en réserve et pratiquement ensemble les premiers matchs en pro. Voilà, après, Michel, lui, a vogué sur d'autres. Bon, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que chacun après a trouvé des voies différentes par rapport aux entraîneurs, aux directeurs sportifs et aux décisions de clubs qui ont été prises, à décider qui reste, qui part. Et on n'était pas dans les mêmes. Il faut imaginer qu'à cette époque, donc on est dans les années 82, 3, 4, et c'est les premiers contrats professionnels. Il n'y a pas cette ouverture qu'il y avait, je veux dire, Larry Bosman. Encore une fois, c'est quelques temps après. Et il n'y a pas cette ouverture qu'il y avait sur le monde du foot. Le monde du foot était quand même un monde restreint à la catégorie foot. Et puis, je veux dire, c'était pas européanisé comme ça l'est aujourd'hui, ou même mondialisé, dans le sens où on n'avait pas des vues sur les autres championnats ou autres. On n'avait pas joué en Suisse, en Belgique, en Inde. Voilà, et même quand on était, peu importe la qualité du joueur, on restait dans ce cas-là, on allait jouer en première division, en seconde division ou en troisième division. Et quand je vois, quand on était à 13 sur la feuille de match et qu'on se battait tous les jours pour être dans les 13, enfin bon, voilà, les choses ont vraiment changé. Mais je crois qu'on aura le temps d'en reparler. Bien sûr. Georges, Christophe et Lorenzo, est-ce que vous avez des questions pour Michel et pour Eric?
Moi, j'ai une petite question. J'ai en mémoire un souvenir du centre de formation en dessous d'une des tribunes du stade Grémont-Pré-Joris. Alors, je me trompe peut-être, mais il me semble que les jeunes étaient souvent là-bas. Quel regard portez-vous sur l'évolution justement de la structure du LOSC par rapport à l'accueil des jeunes et notamment au centre d'entraînement? Je vais faire une petite parenthèse par rapport à Eric, qui je pense faire un petit peu la mémoire, parce que même si j'habitais Bézieux, j'ai quand même vécu 2 ans au centre de formation, Oui. en dessous de la tribune. Ah ben voilà, bon, donc, Eric, c'est voilà, pas grave. Eric, vous avez la réponse aussi. Non, mais Julien, tu parlais des cartes, malheureusement, tu es toujours énervé parce que je te mettais branlé au tarot. mais Michel, au centre de formation, tu avais ramené tes cartes, hein? Ah, bien sûr. Oui. On ne va pas tout dévoiler, mais on n'avait pas ramené tes cartes. Bon, on peut pas parler comme ça à l'antenne. Si on commence à parler des cartes pendant 1 heure, on va faire concurrence aux émissions de Bernard Pivot, hein, donc attention. Non, mais bon, alors pour répondre aussi, Michel a déjà répondu un peu dans le sens où il disait qu'effectivement on habitait dans le stade, Christophe. Ouais, c'est ça, dans le stade Grémont-Pré, qui était aux abords du Bois de Boulogne, on avait nos chambres et voilà, on avait nos chambres sous le stade. Alors c'était très pratique pour aller voir le match des pros, hein, évidemment, parce qu'on sortait, on montait directement dans la tribune. Mais par contre, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui Luchin, par exemple, parce qu'on a été, bien sûr, j'ai visité Luchin, je suis allé pas mal de fois, et que tout ce qui est à disposition pour pouvoir travailler, je dis tant mieux et bravo, et c'est vraiment la direction à prendre. Ceci dit, il y avait à cette époque-là une espèce de lien fraternel entre non seulement entre les générations de joueurs, bon, même si les professionnels étaient toujours à part, et on avait des éducateurs qui étaient, et je pense à Jean Parisot évidemment, je pense à Michel Vandame, je pense à Francis Dubreuc ou d'autres qui venaient aussi et qui nous ont donné, il y a eu Duzé après, mais moi j'ai moins connu, mais à cette époque-là, qui ont donné je veux dire, une espèce d'amour fraternel grandiose. Avec le recul, et à notre âge aujourd'hui, on est en droit d'apprécier ce que les gens ont pu donner à un moment ou à un autre de eux-mêmes sans y être obligés, en fait. Et on peut dire que ça, c'est un départ dans la vie assez intéressant parce que pour nous, on a eu affaire à des gens qui ont eu ce mérite de donner leur cœur, en donnant leur savoir, en étant de temps en temps un peu dur aussi, mais ils ont donné leur cœur. Voilà ce que je peux donner de cette époque et de ce moment charnière de notre vie où vous pouvez imaginer ça, entre 14 et 16, 17, 18 ans, et l'importance des gens qui nous entourent. Alors, évidemment. On a Michel qui tente une double connexion pour apparaître à l'écran. Voilà, on te voit. Par contre, essaie de couper la première parce essaie de parler dans la deuxième. Alors, on fait des réglages en direct, hein. Je suis désolé, mais on va essayer de régler ça. Michel, est-ce que tu peux parler dans… Voilà, c'est parfait. Ah, tu vois, je suis devenu un grand technicien. Oh, mais le voilà. J'étais un bon technicien avec le ballon et maintenant je suis un bon technicien avec le téléphone. J'avais aucun doute là-dessus. Tu sais qu'il y a 2 ans, j'ai réussi à former Christian Palka à Zoom. Et ayant fait ça, je me suis dit que tout peut arriver en matière de technique. Il y a pas de tout à fait. Regarde, pour preuve, j'y suis arrivé. Il nous regarde de temps en temps, Christian, mais bon, on lui fait un salut. Si jamais il nous regarde ou si jamais à un moment ou à un autre il a un replay là-dessus, je t'embrasse fort, Christian. Voilà, en tout cas, il sait qu'on l'adore et qu'il a table ouverte chez nous quand il veut. Donc, on a beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de questions, notamment de jeunes supporters. Alors, il y a un son, c'est Lorenzo, je crois. Enfin, il y a un son qui Non, j'ai pas de son de fond, en fait. Non. Mais à propos de jeune génération, moi, vu qu'en fait, je voulais pas le dire, mais je suis le plus jeune. C'est désagréable. Non, mais c'était juste pour spécifier ça, parce qu'en fait, vu qu'il y aura sûrement beaucoup de gens qui ont ma même âge, qui sont en train d'écouter et de regarder l'émission, quelqu'un qui peut m'expliquer un peu de mots. C'était un peu quoi le style des 2 joueurs, ils pouvaient rassembler à qui maintenant, etc. Voilà. Tu m'as coupé la parole, mais j'allais poser quasiment la même question. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas finalement quels étaient vos postes de prédilection. Ce que vous pouvez rapidement décrire. Alors, moi, je vous donnerai, on peut faire quelque chose d'intéressant, c'est que je pense que moi, je connais bien Michel et Michel me connaît bien.
ça serait que Michel plutôt parle de moi et que moi je parle de Michel. Qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi pas, ouais. Je trouve que c'est une excellente idée. Alors, Michel, tu veux commencer? Ben, je pense que dans un premier temps, Eric a donné la première raison pour laquelle il a joué défenseur, c'est qu'il a commencé en pupille deuxième année. Donc, comme il avait des grosses qualités athlétiques, après, il a fallu qu'il s'adapte avec le ballon. Donc, automatiquement, il a dû commencer par un poste défensif, parce qu'il avait vraiment énormes qualités athlétiques. Il avait, sur 10 mètres, il était très rapide, il avait une puissance sur des longues distances énorme, il avait un bon volume de jeu. Donc, naturellement, il a commencé latéral droit, mais il aurait pu aussi jouer défenseur axial. Je pense que dans sa carrière, il a vraiment beaucoup plus joué latéral droit que défenseur axial, mais je pense que les deux postes auraient pu lui convenir. Et au fur et à mesure, il parlait aussi de Jean Parisot, tous les anciens, et naturellement, on ne peut pas les oublier parce que ça a été nos Pygmalions. Et je pense que Jean Parisot nous a permis, et Eric en particulier, de développer des qualités qu'on n'avait pas au départ, hein, c'est-à-dire la qualité de déplacement qui est un domaine tactique, mais aussi la qualité technique. Hein, parce que je me souviens à 15-16 ans, quand Eric commençait à jouer latéral, c'était difficile de recevoir un bon ballon. Et franchement, très rapidement, par la qualité des entraînements de Jean Parisot, il a énormément progressé à ce niveau-là. Et donc, il a pu conjuguer ses grosses qualités athlétiques qu'il n'a jamais perdues avec une grosse amélioration au niveau technique qui lui a permis d'atteindre le haut niveau. Non, mais oui, je suis assez. Oui, je pense qu'il résume bien, il me connaît bien. Et Michel, il a la franchise des mots et encore, il est gentil. J'avais un pied droit qui s'est amélioré, un pied gauche pour monter dans le bus. Mais c'est vrai, en arrivant tard dans le jeu du foot, c'est mes qualités physiques, évidemment, qui m'ont permis d'un moment à un autre, imposer quelque chose. Puisque, bon, même si, évidemment, il y avait des joueurs techniques bien autour de moi et avec des grandes qualités. Mais bon, le football montre tous les jours qu'il ne faut pas avoir que de la technique, il faut avoir du physique, évidemment, il faut avoir du moral, et notamment de plus en plus de moral. Et puis, il faut être pro. Bon, tout ça pour enchaîner sur Michel. Alors, donc voilà, tous ceux qui ne nous connaissaient pas, et voilà, moi j'étais plutôt un défenseur physique, qui faisait des allers-retours, qui essayait de faire au mieux, un bon soldat. J'étais un bon soldat sur qui on pouvait avoir confiance en fait sur l'engagement. Et ça, c'est important. Je parle souvent d'engagement et ça, c'est important. C'était un peu un signe distinctif de l'équipe du LOSC à l'époque. Hein. Tout à fait. C'était notre adrénaline à ce moment-là. C'était notre marque de fabrique. Et il y a plein de joueurs, que ce soit Eric Péan, enfin, je veux dire Eric Péan, Philippe Perrier, d'autres, Nordine, tout, qui étaient des gens qui ont à un moment montré beaucoup d'engagement et beaucoup de vie là-dessus. Alors, tout ça pour dire que, en fait, après, vous avez l'inverse de moi, c'est-à-dire que quelqu'un qui, comme Michel, avait des qualités physiques. Alors, attention, ne nous trompons pas, il avait des qualités physiques, mais pas les mêmes que les miennes, évidemment. Mais par contre, il était. J'allais dire, je ne sais pas s'il va aimer ça, mais c'est un petit Neymar. C'est-à-dire que le ballon lui collait au pied, on avait toujours l'impression qu'il n'avançait pas, et en fait, on n'arrivait jamais à l'attraper. Donc, il a en lui, il avait une espèce il avait un feeling, il a un super feeling avec le ballon, en fait. Ce qui lui permettait de faire des choses qui étonnaient tout le monde. Et qui faisait de lui quelqu'un de bien à part. Après, bon, il y a les qualités physiques sont indispensables, la chance est indispensable pour pouvoir faire des très grandes carrières et tout ça. Mais Michel avait ce qu'on appelle et ce qu'on jalouse nous un petit peu quand on a ce toucher avec la balle, ce rapport avec la balle. Et ça, quand on a un rapport avec la balle comme ça, on doit avoir des sensations différentes et c'est pas le genre de choses. Alors si, c'est le genre de choses que je connais moi quand je joue avec des mecs qui sont même pas en DH, quoi. Hein. Donc, mais lui, il avait cette sensation-là avec des joueurs de niveau de première division. Voilà. Donc c'est tout ça. Voilà ce qu'était Michel. Hein. Michel a un vrai. Il est né avec un ballon et voilà, il sera toujours avec un ballon dans le pied et il lui colle et il est jamais plus loin que 2 ou 3 centimètres de son pied, quoi. Voilà, c'est Michel. Donc c'était très beau à voir jouer
c'était toujours chaloupé. On n'a pas l'impression qu'il y a changement de rythme, parce que le changement de rythme, il est dans ses appuis, il est dans ses déhanchements, il est dans ses… Et voilà, c'est pas de la rupture bon, physique, comme on peut voir beaucoup aujourd'hui. C'est de la rupture avec ballon. Et voilà. C'était Michel. M'a coûté des chevilles. Hein. Bon, alors, Pardon? Ça m'a coûté des chevilles. Oui, ça t'a coûté des chevilles, évidemment, oui. Tu sais, d'ailleurs, tu as ma marque, encore peut-être, qui est tellement difficile à attraper que de temps en temps, bon… Tu nous la montreras une prochaine fois, Michel, hein, la marque d'Eric. Alors, Eric, tu as connu 3 entraîneurs à Lille. Tu as connu, tu es arrivé sous Arnaud Dos Santos, on l'a dit tout à l'heure. Hein. J'ai eu la chance, excuse-moi, j'ai eu la chance de faire quelques entraînements avec José Arribas. Ouais. Qui m'a récompensé parce que j'avais fait un très bon tournoi avec les jeunes et tout, et qui m'a dit, jeune, viens t'entraîner avec nous une semaine, donc avec Plemending, avec Grum Londres et aussi Marsiglia, Bergerot, Zarko Larevic, Cabral, Didier Simon. Donc, c'est ouais. Et après, j'ai connu, je te laisse, excuse-moi, mais c'était important parce que José Arribas, quand même, te dit, bon, tu vas voir, ça va être dur pour toi d'être professionnel. Il vient te voir, il te dit, ça va être dur pour toi d'être professionnel parce qu'il y a quand même des gens qui sont meilleurs que toi, machin et tout. Mais là, tu as été bon, alors viens avec nous. Ah, ouais. La méritocratie, finalement, c'est bien. C'est assez intéressant quand même. Alors, tu as connu donc Arnaud Dos Santos, tu as connu l'époque, on l'a évoqué tout à l'heure, Georges Hellens, et tu as terminé ton parcours au LOSC avec Jacques Santini. Lequel des 3 t'as le plus marqué? Tu l'as connu? Alors, ça dépend si on parle de… J'allais être méchant. Non, je veux dire, j'ai eu des rapports. Arnaud Dos Santos, c'était celui qui m'a fait… voilà, il m'a fait jouer à la place de Lucien Denis, je pense, à l'époque. Il avait confiance aux jeunes. Et puis, je me souviens qu'on rentre dans cette équipe au début d'année et on finit bien, même si le premier match a été difficile et tout. Voilà, il y avait Rudy, je pense, qui avait commencé à jouer aussi. Voilà. Ouais. Donc, c'était vraiment Arnaud, j'en garde un très bon souvenir. Après, bon, Georges, mon seul problème, c'était qu'il a joué arrière droit. C'était un des meilleurs arrière droits de Belgique pendant des décennies, et même en Europe. Donc, quand tu joues arrière droit et que Georges te monte dessus, je peux te dire que c'est pas facile parce qu'il avait une certaine idée du poste et il avait une certaine idée du jeu. Mais par contre, c'est quelqu'un qui était entier et qui avait un grand cœur et qui m'a toujours soutenu, en fait. Donc, qui était assez intéressant. Donc, j'éviterai de parler de la 3e personne, qui est M. Santini. Mais pourquoi? Parce que c'est une incompréhension totale. Incompréhension totale. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Je n'ai pas compris ce qu'il pensait. Je n'ai pas compris. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus. Ça nous va comme réponse. Dans toute cette période, alors Georges, tu voulais réagir? Oui, petite prolongation. D'abord, bien moi je suis assez ancien. Je me souviens même, peut-être qu'il va me corriger si je me trompe, mais je crois que le premier match de Michel Kiteka, il me semble que c'était un Lille-Toulouse où Philippe Bergerot revenait au Bercail. Ça avait fini sur un 0-0 où il est pas mal emballé son côté, Michel, et il avait donné vie dans un match qui lui-même a été un petit peu atone. Hein. Je crois que c'est ça. Il avait même marqué un but, malheureusement refusé. Encore refusé, exact. De Patrick Ray. Exact. Ça aurait été mon seul but de ma carrière en L1 parce que je n'ai pas marqué de but en L1. Ah merde. Ah, c'est dur. Mais c'est pas grave. Tu n'auras pas trop voulu à Patrick. C'est juste un détail, absolument pas. Ouais, mais... J'ai encore des contacts avec lui, il va très très bien. Mais non, la question que je voulais poser, c'est que finalement, vous êtes tous les deux arrivés. Alors moi, le LOSC, j'ai commencé à le fuir en 1978. Avant, c'était un petit peu un club d'ascenseurs, hein, qui montait, qui descendait, qui à ce moment-là s'est stabilisé en Ligue 1. Et je me souviens, alors peut-être que c'est plus le moment où Eric était là, justement sous l'impulsion d'Hélène, de l'arrivée des Belges, le club était monté en ambition, était devenu un club parce que c'était un peu la problématique de ce club, qui était un club de ventre mou. Et là, tout d'un coup, on sentait un truc qui montait.
Et c'est retombé comme un soufflé finalement au début des années 90. Alors, ça concorde peut-être justement l'arrivée d'un entraîneur cité, mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, finalement, ce projet qui partait pour être assez ambitieux, hein, je me souviens l'année 89 où il y a une équipe extrêmement compétitive, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, finalement, on s'est retrouvé au cœur des années 90, qui a été par contre la décennie un peu sombre, quoi. Je sais pas, Michel, tu veux. Moi, je n'ai pas connu l'année 89 au LOSC. Ouais, non, alors bon, j'ai connu. En fait, j'ai connu 83, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis parti au Havre en 89. Donc, toute cette période, je l'ai pas mal connue. Et j'ai connu la période avec Georges Hillens. Alors, Georges a amené une dynamique. Il a surtout amené Erwin Vandenberg et Philippe Desmet. Oui. Qui, si je me souviens bien, les 10 premiers matchs de championnat, on était premier ou deuxième, on était deux ou troisième, on était dans l'année où ils arrivent, c'est juste après la Coupe du Monde, donc ça doit être en 87. Ouais, 80. C'est après la Coupe du Monde. 86, si 86, 87. 86, 87. Juste après la Coupe du Monde. 87, c'est juste après la Coupe du Monde au Mexique. Donc, et avec une impulsion, surtout que la Belgique avait fait fort là-bas. Donc, et puis, on arrive à. Voilà. Et alors, l'année d'après, je pense que c'est encore un petit peu flou, mais est-ce que c'est l'arrivée de Abedi Pelé l'année d'après ou... Non, je crois qu'il arrive l'année suivante, mais il y a Angloma qui arrive. 88. Voilà. Donc voilà, il y a tout un... À ce moment-là, je pense qu'on est à un moment de bascule. On a un moment où, effectivement, comme tu le disais, Georges, je pense que le club prend conscience qu'il peut faire des choses. Et en même temps, et je pense que là, ça nous dépasse. Là, on ne parle plus de sport. En même temps, c'est une société d'économie mixte qui se barre un petit peu en vrille, machin et tout. Alors, à l'époque, je connaissais bien, et j'ai bien connu juste après, parce que c'était, si je me souviens bien, alors, tout au départ, c'était M. De Wally qui était le président. Après, on a M. Descott avec M. Jacques Amiot, qui sont les coprésidents du club avec la SAEM du LOSC, et toute la difficulté à gérer un club à ce moment-là, parce que qui met l'argent, qui met pas l'argent, qui fait ça, qui fait quoi, enfin bon, toutes les choses qu'on a, quand nous on joue, bon, on est un petit peu à côté de ça. Aujourd'hui, bon, avec le recul, on arrive à avoir des explications, mais je pense pas que ce soit ce soir qu'on. Mais voilà, et la bascule, elle se fait là, c'est qu'il n'y a pas eu à ce moment-là, je pense, des gens, et notamment des sponsors, notamment des gens qui avaient de l'argent ou qui pouvaient croire à un projet et mettre un projet en place à partir des années 87, 88, un projet avec, à mon avis, toute une série de jeunes qui étaient vraiment intéressants. Faut imaginer entre Éric Péan, entre Pascal Planck, Stéphane Planck, et il y en a d'autres encore, et excusez-moi pour ceux que j'oublie, mais qui ont amené toute cette... bon, je veux dire, c'est quand même des très bons joueurs qui pouvaient être une base de plein de choses, et notamment une base agrémentée après avec des Abbaye Pelé, avec les Belges, avec ceci, avec cela. Voilà, il y en a eu d'autres, il y a eu Buzine, il y a eu machin, il y en a eu beaucoup. Et il y a eu beaucoup, et c'est... Je pense que là, il a manqué juste des gens capables, à un moment ou à un autre, d'avoir cette énergie, peut-être de l'argent aussi, pour pouvoir essayer de déclencher quelque chose. D'accord, ça fait écho, je me permets, parce que je me souviens, je ne sais plus si tu étais là, mais c'est justement la deuxième année Santini, où on est tout proche de l'Europe en fin de saison. Et il y a à l'époque, je crois que c'était Besson, le président. Ouais, c'est Paul Besson. Ouais. Qui, à l'avant-dernière journée, tient un discours complètement lunaire, parce que il y avait une qualif à la clé, vraiment, c'était tout proche, la Coupe de l'UEFA à l'époque. Et il explique dans une interview à La Voix du Nord, la veille ou l'avant-veille du match, que finalement, jouer une Coupe d'Europe, c'est des frais, c'est un investissement, c'est pas. Enfin, en gros. On est exactement là-dedans. Voilà, c'est ça. Et évidemment, d'ailleurs, ça fait écho, puisque l'avant-dernière journée, je crois qu'ils reçoivent Nancy dans un match qui devait être une formalité où finalement on perd avec une équipe totalement atone. Et c'est un peu ça. C'est vrai que la SAEM a souvent interpellé parce que on voyait aussi parce qu'il y a des fonds publics et que. Alors, je connaissais bien Paul Besson parce que je connaissais bien les hockeyeurs et Paul était. Notamment médecin, adjoint au sport de la ville de Lille, mais il était aussi ancien hockeyeur et gardien de but au hockey sur gazon, juste à côté à Lambersart. Donc, et comme je connaissais pas mal, et j'ai connu sa période de présidence, il a été mon président pendant un an. Et donc, c'est pour ça que je suis parti tranquillement et sans vague ou sans quoi que ce soit à l'époque, même si mes rapports avec Santini et, comment s'appelle-t-il déjà, Monsieur Gardon,
à l'époque, qui était directeur sportif. Ouais, bon, enfin, encore une fois, c'est une époque compliquée où il n'y avait peut-être pas les bonnes personnes au bon moment. Et je ne veux pas, encore une fois, taper sur qui que ce soit. Il n'y avait peut-être pas les bonnes personnes au bon moment pour pouvoir déclencher quelque chose de différent. Voilà. Pour les plus jeunes d'entre nous, il faut Bien rappeler sûr. qu'à l'époque, le football professionnel était dans un environnement économique qui n'était pas celui actuel. Il n'y avait pas de droit de télé et le club était géré par une société d'économie mixte, c'est-à-dire en gros, c'était la ville de Lille qui apportait l'argent. Il n'y avait pas beaucoup de sponsors en face. Et finalement, l'objectif de la ville de Lille, c'était surtout de permettre au club de survivre plutôt que d'investir pour se développer au maximum. Vous m'arrêtez si j'ai une bêtise. Tout à fait ça. Et Non, c'est tout finalement, à fait ça. les premiers éléments qui sont revenus pour justement permettre au club de se développer, ça a été la privatisation et donc le départ de la mairie avec, durant la présidence Lecomte, en fait, quelques années après. Tout à fait. Alors, juste une petite aparté, Michel, je ne sais pas si on arriverait on arriverait à donner un budget, un chiffre du budget, par exemple, 83, 84 ou 85 d'un club comme Lille. C'était quoi en termes, en termes d'argent? Qu'est-ce qu'on avait à disposition comme budget sur une année? C'était quoi? Franchement que ça ne devait pas être grand-chose. Hein. Ouais, oui, mais on est quoi? Est-ce que ce ne serait pas 15 millions de francs à l'époque, peut-être? Oui, 4 millions de francs, ça veut dire 15 2 millions d'euros, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. 2 millions d'euros, 2 millions et demi d'euros. Il faut se rendre compte que, voilà, un club où il y avait des secrétaires, où il y avait des gens qui travaillaient, aussi, hein, il y avait peut-être 10, 20 personnes, 15, j'en sais rien, des entraîneurs. L'organisation du centre de formation. L'organisation du centre de formation et tout. Et on avait 2 millions d'euros pour faire tourner tout ça, quoi, à l'époque. Bon, voilà. Et très peu de sponsors parce qu'il n'y avait pas de visibilité. En fait, il n'y avait pas, les matchs n'étaient pas transmis à la télévision. Il faut remettre les choses. On est passé dans une autre dimension depuis maintenant 25 ou 30 ans, ou depuis 25 ans, ou 20 ans peut-être, oui. Et donc, il est important de remettre un petit peu ça en scène, dans le sens où il est important de se dire que déjà à l'époque, il faut imaginer le premier match que Canal+ diffuse, c'est un Lille PSG en 84. Donc voilà, imaginons-nous, avant ça, il n'y a rien il n'y a aucune télévision ou quoi que ce soit qui donne un petit peu d'argent. C'est pas Téléfoot qui donnait 1 euro pour que machin, non, on pleurait pour qu'on passe à la télé. Souvenir des sponsors, par exemple, c'était le Chapelier Mirou à Lille, c'était le ballon du match offert par Cora Watini. Tout à fait. C'était vraiment ça dans un contexte, c'est important. On était très locavores. Pour les plus jeunes comme Lorenzo, c'est important de savoir ça, Lorenzo. Hein. Non, mais je t'avoue que même les récits en Italie, c'est les mêmes. Peut-être nous, on est arrivé à une diffusion un peu avant la Serie A, tout ça. Peut-être la Ligue 1, elle est arrivée un peu après. Mais à un moment donné, le foot de ces années-là, c'était plus ou moins le même partout. Hein. C'était autre chose. Voilà, les autres clubs français étaient associatifs, en fait. C'était des associations, les clubs. Oui, tout à fait. Et la diffusion, ça a bien changé. Et voilà. Mais c'était important d'en parler un peu. Mais effectivement, pour revenir ça, il y a peut-être un moment charnière aux années 90 là, qui en manquait quelque chose. Mais bon, la preuve, c'est qu'à partir de 2008, 2009 ou un petit peu avant, il y a eu des élans apportés par M. Vaïd, peut-être, enchaînés par Claude Puel, enchaînés par d'autres, des équipes techniques dont Michel faisait partie, avec M. Vandamme, fils, et d'autres, qui ont permis quand même d'avoir des résultats hors normes, notamment pour cette année 2011, qui a été quand même une espèce de consécration pour le club. Alors, n'hésitez pas. Eric, il parlait de 84 Canal+, mais après, il y a aussi, je trouve, il y a eu l'importance du Matra Racing, où là, ça a commencé à avoir des investissements privés, notamment par Lagardère, qui a donné des idées à d'autres, et après ça a été Tapi, qui avait d'abord été dans le cyclisme, et puis après qui est rentré dans le foot. Et là, ça a commencé à rentrer beaucoup d'argent privé, qui a permis de structurer les clubs différemment et de pouvoir avoir plus de moyens pour pouvoir recruter. Et finalement, c'était l'époque charnière du football. C'est là où c'est passé de l'amateurisme. L'arrêt Bosman, c'est quoi, 86 C'est plus tard, non, c'est Bosman, non, c'est plus tard, c'est 96.
96. Le 96. procès, oui. Premier Ah oui, exode des c'est beaucoup plus Français. tard, oui. Pardon. Ouais. On est quand même passé de Canal+ à un match par journée de championnat. Et Ouais. avant ça, on était à FR3, 3 minutes de Jean Crinon. Tout à fait. Ouais, De c'est Jean, ça. ouais, Jean. Allez, Jean Crinon. petite pensée pour Jean Crinon. Merde, J'en ai une ouais. en même temps pour notre ami de Fréquence Nord. Il y a Qui nous beaucoup a quittés de. Ah, il n'y a pas de temps. Jean-Pierre 3 semaines, un Mortan. mois. Jean-Pierre Jean-Pierre Mortan. Mortan. Jean-Pierre Ouais. Mortan, Mortan, tout à fait. qu'on Une pensée avait pour- salué. une pensée pour eux. Tout à fait. C'est toute cette époque-là, finalement, à la radio, à l'époque où Tout à justement il n'y avait pas les images et on vivait les matchs avec les oreilles, entre guillemets, et c'était une belle Ah. expérience. Hein. Mais Alors, même il y a- la proximité, enfin, on en parle souvent ici, mais le match d'ouverture à Lincel ou enfin un truc, le club Ouais, Clubhouse, les c'est top, supporters, ça, hein. les joueurs À se Lincel. retrouvaient ensemble. On en a fait. Hein. Forcément, aujourd'hui, Ouais. c'est lunaire, c'est inimaginable. Tout à fait. Moi, les gens qu'on voyait à l'entraînement et on nous voyait sortir de nos vestiaires et on connaissait tous les gens qui venaient à l'entraînement et on leur tapait dans la main avant de partir et ceci et cela. Ben, je veux dire, oui, mais c'est la société qui a changé. Le football est un reflet de notre société. Voilà, sauf que voilà, il faut savoir accepter avec. C'est comme ça, notre société est un peu comme ça, elle a évolué comme ça. Et, Alors, ça a bien changé. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous en signaler une paire qui m'a fait sourire. Fabien Losque qui nous dit dans les commentaires en évoquant la Société d'économie mixte, quel pingre ce Mauroy avec un petit smiley rigolo. Et Christophe et Marcel Vieux, pardon, qui lui dit il mettait de côté pour s'acheter un stade. Donc voilà. On a une petite surprise pour toi, Michel. On a Damien Beaune, que tu connais peut-être, qui fait partie de l'équipe de Drogue, Bière et Complot contre l'OSC, un site internet, qui nous dit « J'ai un résumé du match avec le but refusé de Michel, si ça te dit. » Ah, ça c'est du dossier. Hein. Aussi. Ça c'est du dossier. Ben, je ne sais pas, mais lui, il a plein d'archives. Hein. C'est l'archéologue du LOSC. Voilà, c'est l'archéologue. Il faut aller sur leur site. Voilà, le site est remarquable et il a plein de documentation et ça ne me surprend pas. S'il y en avait un qui pouvait avoir cet extrait, c'était lui de toute façon. Donc, on va se charger de le récupérer et de te le faire parvenir. Parfait, ou alors tu m'envoies carrément son site. Ça me permettra non seulement de voir cette image-là, mais de voir beaucoup d'anciens matchs et d'anciens collègues avec qui on a joué. On a peut-être perdu un petit peu. Parce qu'on parlait des anciens, moi j'ai vu il y a peu de temps Luc Courson, avec qui on va partir lundi voir un match à Londres. Il y a vraiment beaucoup. Eric parlait de notre période, et c'est vrai qu'on se souvient de cette période-là, et tous les joueurs avec qui on a joué, pratiquement, on s'en souvient, quoi. Je ne sais pas si la nouvelle génération, c'est la même chose. Le centre de formation, on était tout le temps ensemble. Le fait qu'on soit 13 sur une feuille de match, naturellement, on est témoin. Donc, on se souvient vraiment de beaucoup plus de choses, je pense, que la nouvelle génération. Vous aviez surtout un avantage, c'est de parler la même langue, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Aussi. Dès l'âge de 15 ans. Ouais, enfin, il y avait quand même, en pro, il y avait quand même quelques étrangers, mais là, on avait l'avantage, c'est que ces étrangers, vraiment, faisaient très, très rapidement l'effort pour parler français. On avait pas mal d'ex-yougoslaves. Donc Mousseline, Primorac, Sapavi, ainsi de suite. Mais même le Turc, comment il s'appelait, Verel. Engin Verel. Qui ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour très très vite se mettre dans la peau du footballeur de footballeur expatrié, ouais, tout à fait. Alors, expatrié, je ne sais pas si c'est le bon terme. Pour terminer cette rétrospective sportive, Eric, sur la période que tu as connue au LOSC, il y a eu quand même quelques joueurs de grande renommée. On évoquait Philippe Desmet, Arvin Vandenberg, Gaston Robati, Christophe Galtier, Gaston, Christophe, Abedi Pelé. Rudy est un très, très, très grand entraîneur. C'est un très bon joueur aussi, mais il y a toute une... Il y a toute une panoplie de joueurs qu'on oublie un petit peu, mais bon, Philippe Périlleux, par exemple. Si tu dois en retenir un, à part Michel, bien sûr, si tu dois en retenir un sur toute ta carrière lilloise, lequel tu mettras en avant? Si je dois retenir un joueur. Moi, je te donne le mien après. Enfin, deux. Moi, j'en aurais deux. Alors, ça dépend sur quoi on se... Mais je dirais que moi, j'ai vu un mec arriver avec une humilité incroyable,
on parlait de toucher de balle tout à l'heure de Michel, mais il y a quelqu'un qui en avait un d'un autre niveau, enfin, je veux dire, c'est Erwin Vandenberg. Tout à fait. Erwin Vandenberg, c'est à la fois on n'a pas l'impression qu'il y a d'efforts, que tout est là. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. Il la met là où il faut. Il arrive le matin le plus tôt. On l'entend à peine. Toujours d'égale humeur. Voilà, c'était quelqu'un, on appelle ça des gens qui passent, qui laissent une trace, mais sans jamais se mettre en avant de quoi que ce soit. C'est-à-dire que, voilà, c'est flamboyant tout en étant sans flamme. C'est assez étonnant, mais ça, voilà, ce mec m'a marqué de par la justesse de ses actes, la simplicité de sa vie. Ouais. Ça, lui, c'est un mec. Alors que c'était là aussi pour les plus jeunes une star du ballon rond. Il avait participé à la Coupe du Monde 86 où la Belgique avait battu l'Argentine en match d'ouverture. Je sais pas quoi. Hein. Sous les dents. Il se met d'or avec Anderlecht en 81, je crois. Pour anecdote aussi, amener le changement de temps, c'est que je pense changement d'époque, c'est qu'avant d'arriver au LOSC, je pense que il y avait deux clubs qui étaient au mano à mano pour recruter Vandenberg, c'était Lille et Barcelone. Et il avait choisi la proximité de la frontière. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que les choix, aujourd'hui, c'est surréaliste. Enfin, je veux dire, si Barcelone veut un club. C'est le même choix. Complètement. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Georges. Mais sûr. ça nous a permis de connaître Erwin et moi, Bien ça sûr. m'a permis de jouer avec lui, d'apprendre avec lui. Et je garde un grand souvenir. Après, je garde tellement de souvenirs de plein de gens avec qui étaient des grands joueurs. Et Primorac était incroyable. Abedi Pelé dans l'accélération, c'est phénoménal. C'est un mec qui a un coup de rein, mais c'est impossible. Voilà. Mais Erwin, quand on parle de football, c'est quand même, c'est ça, quoi. Je veux dire, moi, j'ai été footballeur professionnel, mais franchement, il y a un gros écart avec tous ces toucheurs de ballon dans la famille dont fait partie Michel, Erwin, machin, tous ces gens-là, qui, quand ils touchent le ballon, ben, c'est pas la même, quoi. C'est pas la même. Par contre, bon, si on fait un 400 avec 2 mètres symbole, il n'y a pas de souci, hein, les gars. Je suis là. Non, mais voilà. Et il en faut hein, des gens comme ça pour qu'eux puissent s'exprimer. Il faut certainement pas mal de gens qui sachent courir vite et longtemps. Et j'aurais pu te comparer, Eric, à Hans-Peter Briegel. Oui, peut-être, ouais. Mais mais Erwin, voilà. Je suis désolé, hein, je parle beaucoup moins. C'est pas grave, le bistrot de LOSC, il y a un avantage certain par rapport aux émissions de radio ou de télévision, c'est qu'on peut déborder. C'est pas un problème. Donc les gens ont l'habitude, ils savent qu'on est bavard et tant que c'est intéressant, on ne censure personne. Michel, je vais te poser exactement la même question dans cette période, à part Eric bien sûr, quels sont les joueurs qui toi t'ont marqué? Le joueur qui t'a marqué. Eric, il a cité. Et avant qu'il le connaisse, donc en 89-90 peut-être, ou 88-89, Abedi. Moi, quand je suis parti du LOSC, j'ai joué 7 années en L2. Et un jour, on joue à Niort. Et là, je me dis, oh là, il y a quelqu'un qui sur le terrain, il ne fait pas le même sport que nous. Et l'année suivante, on joue Mulhouse. Et je dis, putain, mais il confirme, il ne fait pas le même sport que nous. Et c'était Abedi Pelé. Il était juste énorme. C'était monstrueux. Et donc après, naturellement, je n'ai pas été étonné parce que quand j'étais à Rouen, quand on jouait le vendredi soir, j'arrivais à aller voir les matchs le samedi ou le dimanche. Donc Abedi, je l'ai vu aussi au LOSC. Et il m'a donné des frissons dans certains matchs parce que c'était vraiment une qualité. Eric, il parlait de son pouvoir d'accélération, mais même avec son pied gauche, il savait faire beaucoup de choses, quoi. Oui, mais donc, lui, vraiment, Michel, avec quand on parle technique, et tu es beaucoup plus fort que moi pour en parler, mais il y a ces gens qui ont un rapport avec le ballon dans le toucher. Et il y a ces gens qui sont capables de faire des choses avec le ballon grâce à leur capacité physique. Et je suis désolé, hein, mais pour moi, Erwin, bon, après, c'est dans la même famille que Zizou, que machin et tout. Hein, tous ces gens-là qui, toi, quand tu touches le ballon, vous ne le touchez pas de la même façon qu'Abedi. Abedi le touche avec de la rupture. Vous la touchez avec une caresse. Alors, attention, je n'enlève rien des qualités techniques d'Abedi, attends, loin de là, mais c'est deux choses complètement différentes.
Vandenberg, tu peux en parler beaucoup plus facilement parce que moi, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas côtoyé. Moi, je me suis entraîné. Alors, oui, l'avantage, si vous voulez, c'est que je me suis entraîné avec les deux, moi. Moi, je les avais en face de moi. Et quand je les avais en face de moi, c'est-à-dire que souvent, je les avais au marquage, il fallait que j'aille chercher, je faisais des 1 contre 1 contre eux et tout. Donc, je vais vous dire, je les connaissais par cœur. Ouais. Mais même quand je les connaissais par cœur, pas facile à attraper quand même la bête. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, c'était, voilà, Abedi Pelé, Wim Vandenberg, Michel a raison de le souligner. C'est des gens quand même qui sont hors normes, en tout cas. Il faut pas le même sport. On avait un pouvoir offensif à l'époque qui était vraiment remarquable. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage finalement qu'on n'ait pas pu enchaîner par la suite, qu'il a fallu attendre 10 à 15 ans pour lancer finalement les aventures européennes, parce qu'à ce moment-là, en tout cas nous supporters, on y croyait vraiment. On voyait cette montée en puissance et on avait beaucoup d'attentes en fait sur les futurs résultats. Est-ce que quelqu'un parmi les piliers du bistrot a une question sur la carrière sportive? Moi, j'en ai une pour Eric. C'est vrai que j'avais des souvenirs un peu flous de ta carrière, notamment à Lille. Je n'avais plus en tête notamment ton poste. Et du coup, j'ai fait une petite recherche, comme on a tous fait pour préparer l'émission. Et ton poste de prédilection sur Wikipédia, attention, c'est important, est libéraux. Et ça, c'est un poste qui, pour Lorenzo, je pense, n'existe plus. Alors que c'était un poste tellement important dans une équipe. Est-ce que tu regrettes pas justement d'avoir développé plus ta carrière sur le côté droit plutôt que de jouer à ce poste de libéraux? Alors, Christophe, pour répondre à ta question, je jouais que très rarement libéraux. En fait, on jouait à 4 derrière à l'époque. On jouait à 4 derrière, c'est-à-dire que tu avais un arrière droit, un défenseur central, un arrière gauche et un libéraux qui couvrait tout le monde. Wikipédia se trompe un peu, il faudrait qu'on le rectifie, parce que j'ai joué à droite ou je jouais défenseur central. Et de temps en temps, je me suis intercalé au milieu, mais très rarement, quand on avait besoin, quand Georges Hélène avait besoin de quelques trucs très particuliers. Voilà, un dépannage, je jouais au milieu et en milieu défensif. Mais non, je jouais stopper et j'allais dire que, pour faire référence à Lorenzo en même temps que je te réponds, Christophe, c'est que mais je joue vraiment stopper et en 1983, donc avant on fait le championnat d'Europe junior, on gagne le championnat d'Europe junior. En équipe de France, en Angleterre, on gagne contre l'Italie, en demi-finale contre l'Italie. Et j'ai plus parce que tous les maillots que j'avais, je les ai gardés, donnés à des gens qui en ont fait beaucoup plus qui avaient beaucoup plus intérêt à le garder que moi en fait. Donc je les donnais à des jeunes ou à ceux qui aiment vraiment ça. Et je jouais contre Roberto Mancini, que j'ai pris au marquage pendant voilà, j'ai pris 5, 6 fois, 7 fois au marquage. Et puis, ça me fait en même temps penser que j'avais joué contre d'autres aussi. Et que, voilà, oui, ça va hyper vite, quoi. De penser à ça, ça va quand même à une vitesse folle. Et ouais. Il est tellement beau, ce poste de libéraux. J'en perds, ouais, mais bon, je jouais stopper et on jouait à droite. Mais le poste de libéraux, alors, je voulais en finir avec ça, c'est que quand on voit le poste de libéraux, il s'est démocratisé. C'est, je pense, Arrigo Sacchi qui, avec le Milan AC, a fait sauter le poste de libéraux grâce à Baresi. Franco Baresi a fait sauter les verrous du libéraux traditionnel qui vient couper tranquillement derrière et machin et tout. Non, Franco Baresi coupait devant ses défenseurs. Et c'était le premier relanceur et machin et tout. Et c'est à partir de ces années-là, du Grand Milan, donc je pense qu'on est dans les 85, 87, 88, à partir du Grand Milan où on parle moins de libéraux. Alors qu'avant, on a des positions de libéraux très tranquilles, à la Passarella, avec l'Argentine, bon, voilà, tous ces gens, à la Henri Michel, à Nantes en fin de carrière, tout ça. Mais tout ça a sauté dans les années 87-88, où on a commencé à avoir des gens qui étaient beaucoup plus... Un précurseur chez nous, un collègue à nous et un ami à nous, Éric Péan. Éric Péan, en tant que libéraux, avait cette capacité
à intercepter les choses et à aller vers l'avant assez vite. À se projeter, oui. À se projeter vers l'avant assez vite. Dans son rôle de libéraux, je pense qu'il était plutôt intéressant avec ça. Bon, par contre, donc l'image du stopper pur et dur à Lille, ça devait être Kourichi, non, qui était quand même… Nordi, oui, mais alors, ouais, t'avais Kourichi d'un côté avec, on connaît ses qualités et mais très athlétique, voilà, mais athlétiquement fabuleux. Et surtout celui qui a été intéressant pour nous et qui nous a appris plein de choses, c'est Boro Primorac. Ouais. Boro Primorac nous a appris plein de choses sur le vice du poste. C'est-à-dire qu'il y avait pas que ce poste-là, tous les postes. Ouais, tous les postes. C'était très intéressant avec lui et j'en garde un grand souvenir. Mais bon, oui, voilà, ça a changé. Mais le rythme du jeu a changé. Quand je vois les qualités défensives des joueurs aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Mais je vois aussi surtout leurs qualités techniques. Il y a quand même, tout part de derrière, ça part super bien. Je veux dire, les erreurs techniques un peu trop, peut-être. Ouais, mais les erreurs techniques ne sont plus permises. Alors qu'à l'époque, on avait quand même des erreurs techniques qui étaient beaucoup plus importantes. On avait vraiment ce rôle de défenseur qui était où on avait du mal à s'intégrer au jeu à certains moments. Enfin bon, voilà. Le jeu était un petit peu plus archaïque il y a quand même 40 ou 35 ou 40 ans, quoi. Ça va quand même, ça joue différemment. Bon, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais ça joue quand même vraiment différemment. On voit une évolution importante à ce niveau-là, quoi. Je ne sais pas ce que tu penses, Michel, mais bon. Mais après, il y a tellement de paramètres totalement différents. Tu parlais dans les années 80, 82, tu avais 2 remplaçants, maintenant tu en as 9. Oui, mais c'est pour ça. Donc maintenant, tu as le droit à 5 changements depuis 2 ans. Donc tu as tellement de possibilités tactiques pour l'entraîneur de changer de système par rapport aux qualités des remplaçants et autres. On ne fait plus le même sport non plus à ce niveau-là. Non, c'est plus la même chose. Maintenant, il y a 5 kinés, il y a 3 médecins, il y a 4 préparateurs athlétiques. Moi, quand j'étais à Rouen, que j'ai eu Dos Santos aussi à Rouen, après l'avoir eu à Lille, lui faisait entraîneur des gardiens, préparateur athlétique, et il faisait les séances d'entraînement, quoi. Maintenant, maintenant, il y a plus de personnes sur le banc, sans compter les remplaçants, que des joueurs qu'il y a sur le terrain. Les enjeux sont plus du tout pareils. On est passé dans une… Oui, on a changé de catégorie. Tout a changé. Donc, c'est bien de revenir à nos souvenirs de entre 80 et 90, voire même un petit peu plus, et voir l'évolution qui est normale, qui est normale, mais qui est énorme, tout à fait. Alors, il est 21h24, on a été très bavard, mais c'était très intéressant. Je crois que personne ne nous en voudra. Juste pour terminer cette partie, Eric, après le LOSC, tu es parti au Havre et à Châteauroux, si je ne dis pas de bêtises. J'ai été au Havre, on a été champion de France de seconde division avec le Havre. On avait une très belle équipe et encore une fois, petite pensée à Philippe Mahut, disparu, petite pensée à des très bons joueurs que Michel a connu aussi, Bruno Roux, Joël Thielly, il a joué avec et tout. Donc on avait une très bonne équipe avec un entraîneur aussi. Tiens, un entraîneur qui est passé par Lille. J'ai eu Pierre Mankowski là-bas pendant 1 an et demi. Bon, c'était plutôt intéressant, mais encore une fois, pas quelqu'un avec une grande vie, quoi. C'est pas quelqu'un qui était dans le gros échange et tout, mais quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui a fait vraiment du bon boulot. Mais bon, moi, j'avais besoin… En partant de Lille, en fait, à Lille, il existait quelque chose, il y avait une espèce de ferveur quand même. Bon, désordonné, tout ce qu'on peut, pas organisé, tout, mais il y avait de la ferveur, il y avait une espèce de… Il y avait un fond quand même qui était vachement intéressant, humainement à vivre, en fait. Et moi, quand je suis parti de Lille, j'ai laissé un petit peu de mon cœur là-bas quand même. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que je n'ai pas retrouvé de joie de vie identique là où je suis allé après. Ça n'a rien à voir avec les gens, je pense, que j'ai rencontrés là-bas, mais c'est les états d'esprit. Et je pense que mon club était lillois, ma vie était là. Et voilà. Mais après… La vie professionnelle a fait que ça a été différent. Voilà. Alors justement, tu as une reconversion qui est un peu originale par rapport aux reconversions habituelles des footballeurs professionnels, qui n'a rien à voir avec le foot. Tu veux rapidement nous expliquer ce que tu as fait après Le Havre et Châteauroux ?
Ouais, alors après Le Havre et Châteauroux, j'ai été opéré d'une pubalgie 2 fois, donc je m'arrête, j'ai 29 ans, je vais en avoir 29-30 ans. Je passe alors parce que bon, je passe un bac en candidat libre en cours du soir et je m'inscris à la fac de Bordeaux parce que Bordeaux était à 300 km et voilà, je me retrouve à Bordeaux et je m'inscris à la fac de Bordeaux. Je fais STAPS. Donc, pour être éventuellement. Et puis, j'avais des équivalences parce que j'avais passé un BE1, donc un brevet d'entraîneur et tout. Donc, voilà, j'avais des équivalences. Et puis, en étant à Bordeaux, ben, j'habite à Saint-Émilion. Donc, Saint-Émilion, ça résonne peut-être un petit peu dans votre tête Non. pour d'autres raisons. Enfin, disons que ça fait plutôt, Dans le ça fait foie, plutôt sur. bling, 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 bling dans votre tête. Donc, Saint-Émilion, pour toi, Lorenzo, je ne sais pas si tu connais mal, mais c'est un peu le. Voilà, je veux dire, Chianti. C'est c'est ça. le vin à Bordeaux. C'est une appellation assez connue et autre. Et je décide, quelques temps après, de commencer ma reconversion là-bas en achetant. Bon, après, à Lille, j'avais connu le vieux Lille et j'avais acheté des apparts, des Monsanto. Donc, j'en ai revendu un pour aller acheter un hectare de vigne à Saint-Émilion. Et je me suis installé. Je suis devenu un viticulteur. Et petit à petit, les choses ont pas mal fonctionné. J'ai vendu mes vins un peu partout dans le monde même. Ça m'a permis de voyager beaucoup, de rencontrer plein de gens et des gens du foot. Et figurez-vous, je vous raconte une anecdote incroyable. Je vais à New York en 95-97, je présente mes vins. Je faisais un vin donc qui s'appelait Roll Valentin, je présente mes vins. Et mon importateur me dit, on a rendez-vous avec un monsieur qui est sommelier et qui sélectionne les vins pour à peu près une vingtaine ou une trentaine de restaurants à New York. Ok, j'arrive, les vins sont prêts, il était 9 h le matin, on déguste les vins, on arrive, tac, tac, on sert. Le gars est en face de moi, donc je ne connaissais pas et tout. Et puis au moment où je commence à goûter le vin, et je lui demande si il me fait ça va, Bilout? Alors là, attends. T'es à New York, tu vends tes vins, et le mec te dit ça va, Bilout? Alors Lorenzo, c'est le patois, tu sais, c'est notre dialecte local. Non, mais je sais. Ah, donc, si tu es venu à Lille, je crois que tu étais là il n'y a pas longtemps. J'ai vécu à Lille, donc. T'as entendu parler comme un comparo quand j'étais dans le Ah, Donc, et donc, c'était l'ancien sommelier de l'huîtrière à Lille, qui m'a vu jouer imagine, évidemment en 83, 84, machin et tout, Mmh. et qui était là et qui dit au moins, j'achète tout, c'est bon. Donc voilà, voilà où le football nous amène. Voilà où, enfin bon, voilà, c'était magnifique, c'était une rencontre incroyable. Je suis encore en contact avec lui, il travaille à Singapour maintenant, et on a bossé beaucoup ensemble. Bon voilà, oui, donc j'ai fait du vin et je me suis installé là-dedans. Et je dirais, pour pas être trop long, parce que sinon je m'emballe, Sinon, on en a pour 3 heures. ouais, le foot m'a permis Minimum. une chose, c'est que le foot m'a donné ce que Jean Parisot m'a donné, ce que Hélène, c'est cette capacité à un moment ou à un autre à avoir de la résilience, à travailler et à se dire qu'à un moment ou à un autre, à force de travail, on va arriver à quelque chose. Et à force de travail avec le vin, je suis arrivé à quelque chose et on a fait quelque chose de bien à l'époque et je suis vraiment satisfait des bases qui m'ont été données entre 14 et 20 ans par tous ces gens qui, encore une fois, je le disais en début d'émission, l'amour qu'ils nous ont donné, en fait. Hein, et l'amour, tout ça nous a donné beaucoup de force, en fait, dans notre vie, pour être joyeux, pour être enthousiaste et pour essayer de faire des choses, en fait. Et ça, c'est important. Et voilà ce qui peut-être donne, Michel parlait de différence dans l'évolution des choses, là, aujourd'hui, avec le monde du football. Voilà ce qui manque. Peut-être on a du mal à capter cette humanité aujourd'hui dans le foot, tellement il y a tellement d'enjeux, tellement de. Voilà, ça a changé. Tout ça a changé, évidemment. Mais bon, voilà. Donc, j'ai fait ma carrière dans le vin. Ça fait maintenant, donc, de 28, j'en ai 58, ça fait 30 ans. Aujourd'hui, j'ai vendu Saint-Émilion, j'ai encore du vin, j'en vends encore, je fais encore des choses. Et voilà. Et puis en même temps, je voyage beaucoup. En même temps, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens. Et je vis à l'étranger aujourd'hui. Et je reviens beaucoup en France. Et je fais 2 ans à Vienne parce que ma femme est autrichienne, en fait. Donc voilà, je voyage pas mal. Et j'ai des copains italiens qui jouent au rugby. Et voilà. Enfin, bon, voilà. La vie du football, encore aujourd'hui à Vienne, je m'occupe un peu de rugby en entraînement physique avec des jeunes du lycée français.
Et voilà, mais il me pose plein de questions sur le foot, évidemment, et le foot revient, et le LOSC, j'en parle, et voilà, et on joue au foot de temps en temps avec les rugbyman, donc ça vous quitte jamais, quoi. Ça vous quitte Alors, jamais. sur les commentaires sur la page Facebook, il y a Marcel qui finalement boucle la boucle en disant l'ancien sommelier de Lutrière, il devait connaître Pierre Mauroy, donc ça permet de. Voilà. Plutôt bien. Et on a Patrice qui a un message personnel pour Michel. Il demande si tu as retrouvé ton scooter. Je ne sais pas si tu te souviens de l'anecdote. Ouais, mais je l'ai retrouvé, mais il est mort. Ah bon, tant pis. Alors, Donc, je l'ai retrouvé, mais ça ne servait pas à grand-chose parce qu'il ne fonctionne plus. On fera Mais pas c'est une vrai minute. que pour la petite histoire, quand même, c'était extraordinaire de se voir à minuit 15, Oui, c'est ça. à la sortie du stade. On va pas raconter. Michel, mais c'est toi, Michel? Je dis ouais, pourquoi? Et c'est parti comme ça. C'est la raison pour laquelle on est ensemble ce soir. Hein. Absolument, tout à fait. On s'est rencontrés là-bas et on a fait un bistrot et on s'est revus plusieurs fois par la suite. Alors, je vous propose. T'es quand même dû chercher un petit peu de vin d'Éric, c'est sympa. C'est vrai, mais j'ai pas pu résister. D'ailleurs, je l'ai à côté de moi, donc c'est bien, profitez-en. Voilà. Mais user, mais pas abuser. Hein. Tu connais la rhétorique. Hein. Jamais on abuse. Jamais on abuse, c'est une règle d'or. Et, Voilà. et je parle devant des témoins. D'ailleurs, si on s'appelle le bistrot d'Aeolosque, c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Et on est fan club Boya Mohamed Bayo, donc. Alors, justement, c'est la transition. On parle de Mohamed Bayo. Je vous propose de passer à la deuxième partie de ce bistrot d'Aeolosque. On a pris énormément de retard, mais bon, je crois que c'était une expérience qui était vraiment très intéressante à partager, si j'en crois notamment les commentaires qu'on a eus. Deuxième partie de l'émission, on va revenir sur l'actualité. Brest 3, le LOSC passe du froid au chaud. Alors, je vais vous donner, avant de commencer, avant de passer la parole au pilier du bistrot, des statistiques qui sont intéressantes. On va faire les deux matchs en même temps pour essayer d'accélérer. Je vais vous donner les statistiques du match. Elles sont parlantes. Contre Brest, où on fait un triste 0-0, donc c'est la partie froide finalement de la semaine, on a 11 tirs pour Lille, 5 pour Brest. 4 cadrés pour Lille, 0 cadré pour Brest, 28% de possession pour Brest, 72% pour le LOSC, avec notamment 8 corners à 0. Donc on a une domination qui est quand même assez forte, assez marquée statistiquement par le LOSC, même si vous connaissez mon avis sur les statistiques. Et les statistiques pour Lille 3, où on gagne 5-1, on a 23 tirs pour le LOSC, 10 pour 3, 13 tirs cadrés contre 2-3, 67% de possession, un peu moins que contre Brest, donc 33 pour 3, et on a 7 corners à 2. On a finalement dans les deux cas des statistiques qui sont très favorables et au final deux résultats qui sont diamétralement opposés. Alors, je vais commencer par les piliers du bistrot. Votre sentiment sur ces deux matchs, comment vous mesureriez finalement cet écart entre la statistique et le résultat final? Qui veut commencer? Georges? Peut-être, ouais. L'un a été extrêmement brouillon pour moi, dans la construction, et alors que l'autre a couché d'un match extrêmement fluide où il s'est passé des choses très intéressantes. Et d'ailleurs, un des facteurs X, c'est voir, parce que je ne sais pas si on va faire les tops et les flops, mais c'est le match d'Angel Gomez à ce niveau-là qui a été catastrophique, qui n'a jamais bonifié un ballon à Brest et qui a été très bon contre 3. Et je pense que ça se situe là, évidemment, dans les deux cas, surtout Brest, l'équipe avait joué en mettant le bus. À partir de là, ça complique un petit peu les choses, mais je crois que ça a vraiment été une panne d'inspiration, quoi. Je ne suis pas sûr qu'au niveau des stats, les tirs et les temps d'occasion soient les mêmes, quoi. Ça arrivait un petit peu en bout de course, c'était très confus comme match. Non, parce que les stats, il faut faire attention. Il y a des tirs et des tirs. C'est ça. En fait, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas compté comme tir cadré le poteau qui prend Mounier de Brest, parce que c'est l'unique chose dangereuse de ce match-là. Et c'est Brest qui l'a créé pour le LOSC. Que poteau, c'est pas cadré. Annulé, mais bon, poteau, annulé. Mais moi, je dis le pire match de la saison, celui-là de Brest.
Absolument. J'étais en train de m'endormir. J'avoue, c'est impossible que je m'endormisse. En plus, je bois du maté, donc c'est vraiment impossible. Mais là, entre le 35e et le 45e, j'avoue que c'était un peu le boulot. Pas facile, hein. Pas facile. Pas facile du tout. Christophe. Je crois que par rapport à ce qu'on avait dit la semaine, l'émission juste avant le match, il fallait pas s'attendre à autre chose. On a une équipe qui est en difficulté comme Brest, qui a besoin de prendre des points, qui va pas ouvrir le jeu, avec un entraîneur qui est pas réputé pour ouvrir le jeu, qui vient d'arriver, qui a besoin de se rassurer et de rassurer ses gars. Et c'est le genre d'équipe contre laquelle on a énormément de mal de toute façon. Donc il fallait pas s'attendre à autre chose comme match. Alors à moins d'un but un peu raccro réussi, comme il en faut de temps en temps pour débloquer, si on n'y arrive pas très vite, malgré une bonne domination, ben, ça donne le résultat qu'on a vu là. Alors que contre 3, on a une équipe qui joue avec des joueurs un peu plus talentueux, qui ouvrent le jeu et qui l'ont ouvert un petit peu trop d'ailleurs. Et Eric et Michel, je ne sais pas si vous avez vu le match dans l'intégralité. Moi, j'ai vu, encore une fois, je regarde en travers un petit peu quand c'est comme ça, je regarde des résumés, et j'essaie de prendre des images à droite à gauche, mais on n'a pas les mêmes adversaires. Hein. Ah oui. Je veux dire, c'est pas la même chose. Et je pense que là, depuis quelques jours, il y avait une espèce de pression forte qui obligeait un petit peu les attaquants lillois, enfin le groupe lillois à remettre un petit peu d'ordre dans le truc, dans le sens où il fallait absolument marquer des buts, quoi. Et je pense que ça... Et puis ils avaient l'équipe, 3 était... je veux dire, ça arrive au bon moment, 3. Ça arrive au bon moment. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de choses là. Bon, c'est un bon moment. Si vous prenez une équipe qui est un petit peu plus batailleuse et un petit peu plus, ça aurait peut-être été un petit peu différent. Donc c'est le bon moment. Moi, ce qui va être intéressant, c'est comment ça va réagir là derrière. Est-ce qu'on repart sur quelque chose? Est-ce qu'on retombe vite dans un petit peu de trucs un peu où il ne se passe pas grand-chose, ou bien est-ce qu'on vraiment on a une dynamique et un engagement offensif tel qu'il a été contre 3. Je pense que ça va être intéressant. Juste pour terminer, c'est juste les visages que moi je voyais à Brest, vraiment. Parce que tu peux faire match nul, tu peux même le perdre le match, mais c'était vraiment, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y avait de la pression, je suis d'accord. Parce qu'on était dans un moment où on disait, nous on l'a dit la semaine dernière, il fallait gagner les deux, parce que sinon il faut être là, blablabla, etc. On est bien au classement, tout ça. Mais il n'y avait pas vraiment cette envie-là de dire, OK, on va essayer. Ouais, il y a eu ce but refusé, mais à part ça, vraiment, j'ai pas vu trop d'envie. C'est vrai qu'après le dimanche, ils nous ont un peu fait oublier tout ça. Donc, voilà, c'est un peu une semaine bizarre, je dirais. C'est pour ça que le match de Nice va être vraiment la clé pour comprendre, comme disait Eric, si c'est un moment, parce qu'on prend 3 au bon moment, ou si ça a relancé quelque chose. Si ça recrée quelque chose. Ouais. Michel, pour toi, c'est un problème d'adversaire, avec un Brest qui ferme le jeu et 3 qui laisse un peu plus ouvert, ou c'est finalement Fonseca qui a fait un changement tactique majeur, notamment sur ce match. Il y a Bayo qui rentre titulaire avec Jonathan David, et ça crée peut-être plus de... Certes, mais il y a des faits de jeu, parce que sur les 10 premières minutes contre 3, on est un petit peu en difficulté. Après, il n'y a plus photo. Sur les 70 dernières minutes, 80 minutes, il y avait 2 classes d'écart. Après, Brest, je ne peux pas en parler. Je n'ai pas vu le match. Donc, mais au bout de 20 minutes, tu savais qu'il y avait une trop grosse différence entre les deux équipes. Mais voilà, le facteur, c'est est-ce qu'ils ont eu une demi-occasion dans les 10 premières minutes 3. Est-ce que ça aurait changé le fil du match? Objectivement, je ne pense pas, parce que là, ils étaient vraiment dans un état d'esprit et une homogénéité vraiment très sympathique et un jeu collectif que prône depuis le début de saison le coach. Mais là, il y a eu les bons circuits, les bonnes intentions, les bonnes transmissions au bon moment, au bon endroit, qui a fait qu'il y a eu du spectacle, il y a eu beaucoup d'occasions et il y a eu des beaux buts, quoi. Je les ai vraiment trouvés sur ce match-là, même si c'est entre guillemets 3, mais sur ce qu'ils ont démontré, je pense qu'ils peuvent bouger d'autres équipes de la même manière s'ils ont ce même état d'esprit et cette même envie de jouer collectivement. Parce que pour moi, on parlait des flops et des tops pour Brest, et on avait dit que le petit Gomez avait été un flop. Moi, je n'ai pas vu le match, je ne peux pas en parler. Vu de très très top. Les 2 attaquants, ils sont intéressants parce qu'ils font des 2 doublés, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est le collectif, quoi. Le petit jeune qui a vraiment fait des choses intéressantes, le défenseur axial, là, qui prend de la maturité,
voilà, qui repart de derrière. Bon, il y a encore un peu, 2 ou 3 fois, c'était un petit peu limite, mais ça va venir avec les matchs, l'expérience va arriver. Mais il s'est mis dans le moule. Il a quand même pris, entre guillemets, la place de Fontaine, c'est pas rien. Un gars de 17 qui prend la place d'un mec de 36, c'est que le coach fait confiance à lui, et puis lui, il montre vraiment des qualités intéressantes. Moi, j'ai bien aimé, sur le plan envie, athlétique, état d'esprit, Diallo, même si je pense qu'il doit encore améliorer un petit peu sa qualité technique dans ses relances, parce que par moments, il met l'équipe un petit peu en difficulté. Mais sur ce match-là, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Et j'ai bien aimé le petit Wea dans un poste normalement, il n'y a rien, entre guillemets, à faire là. Et pareil, j'ai trouvé dans un état d'esprit, il a apporté offensivement. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de bonnes choses de tous les joueurs. On pourrait tous les citer. Diakate, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Il n'est pas toujours à ce niveau-là, mais là, il était bien. Le petit Baleba, que je connaissais pas ou peu, ça. il a été très intéressant. André, on n'en parle pas, celui, c'est la sécurité sociale. Et puis après, les deux devants étaient hyper intéressants, quoi. On avait l'impression. Et je vais faire une petite anecdote, parce que quand j'étais encore scout en LOSC en 2016 ou 2017, j'étais allé voir un match à Dunkerque et l'attaquant, c'était Bayo qui était prêté par Clermont. Et j'étais avec un ancien collègue qui s'appelle Anthony Gillot, le fils de Francis Gillot. Et je lui avais dit, putain, mais lui, il manque beaucoup de choses. Techniquement, c'est pas ça, tout ça, mais je lui trouvais quand même un petit quelque chose. Et je pense que si il devient sérieux, sur le match qu'il a montré dimanche, il a vraiment de bonnes capacités. Pour en venir à un gamin que j'ai connu aussi au centre de formation, qui est le petit Lucas, lui, je lui vois un avenir extraordinaire. Il faut juste qu'il s'améliore au niveau du jeu au pied. Parce que dans le domaine aérien, sur sa ligne, il y a encore des choses à améliorer au niveau technique de prise de balle et ainsi de suite. Mais il y a une envergure dans le domaine aérien, il est à l'aise. Moi, je pense que ça va devenir aussi un gardien intéressant. Il y a des réactions sur les matchs. Alors, beaucoup de supporters comme Gildas qui regrettent le match de Brest, qui mettent ça sur l'envie, le pas de rythme, pas de vitesse, pas d'imagination offensive. On a Marcel qui nous dit quand on n'est pas bon, on est mauvais. Il ne faut pas mettre ça sur le dos de Brest. Alors, Lorenzo disait qu'il avait dormi pendant le match. Marcel confirme. Par contre, on a Capenoul qui fait partie des Dogs de l'Ouest qui dit dans la tribune au stade Francis Leblay, il y avait tellement de vent qu'on ne dormait pas du tout. Ah ouais, même à la télé, je voyais. Et donc, ça permet justement de passer à ce que tu as déjà évoqué, Michel, les top et flop. Alors, peut-être les top et flop de la semaine, on va dire simplement. Donc, ça ira plus vite. Est-ce que Lorenzo, tu veux commencer? Bien sûr, je commence par Baleba. Je ne pense pas que c'est le top cette semaine, mais le voir jouer au stade, franchement, parce qu'on a toujours eu, je pense, des milieux de qualité. Moi, je commençais à voir le LOSC avec des jeunes que peut-être n'étaient pas des champions, mais qui étaient des très bons milieux défensifs. Je pense par exemple à Amadou ces années-là. Je pense, le même Soumaré avec Galtier. Mais ce que je trouve au Baleba, par le physique et le fait de bien sortir avec le ballon, c'est vraiment même le jeu, la qualité dans les petits espaces. Et ça, franchement, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est vraiment un prospect pour vraiment le futur, mais je dirais même de la France. Donc, franchement, un très, très, très bon joueur. Et après, évidemment, je mets Bayo, mais surtout parce que je pense que le match de 3, c'est vrai, avec ce chant un peu rigolé, tout ça, Bayo, le regard, etc. Mais c'est vraiment la fin de toute cette histoire et le début un peu voilà, entre guillemets, d'une histoire d'amour entre Bayo et les supporters du LOSC. Donc, ça va être que mieux que ça, je pense. Et déjà, c'est beaucoup. On a Baptiste, notre monsieur Big Data préféré, qui dit que son top, c'est Lorenzo, parce qu'il vient avoir un seul match et il y a 5 buts. Et donc, il fait une annonce, il te paye tous tes prochains voyages pour venir. Et en fait, moi, je l'ai dit, si vous voulez, on parle avec le club. Moi, je peux le faire au voyage, c'est pas le problème du week-end, c'est juste vraiment. On va tester tes qualités de chat blanc, si on peut dire, de porte-bonheur, le prochain match de championnat à Nice. Hein. Donc, tu seras à Nice, si j'en crois mes informations. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a
quelques piliers du bistrot qui seront présents, donc Christophe, moi-même, et qu'on va essayer, si la technique ne nous lâche pas, de vous réserver une petite surprise, c'est-à-dire un court débrief du match en direct de l'Arena. C'est l'Arena Stadium que ça s'appelle, l'Arena Riviera, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Alliance Riviera. Alliance Riviera. Il faut que je me renseigne, sinon je vais rater l'arrêt du tram. Ça va être compliqué. Christophe, ton top, tes flops éventuellement de la semaine. Ouais, je vais aller assez vite. Moi, je vais retenir une image, c'est le sourire de Bayo et ses coéquipiers autour de lui et l'état d'esprit qu'il peut y avoir autour de ce garçon. Alors, il s'est mis dedans un petit peu tout seul pour sa première partie de saison. C'est bien dommage pour lui, mais moi, c'est ça que je voudrais retenir. C'est l'état d'esprit qu'il y a eu de ses coéquipiers autour de lui à la fin du match et lui devant la tribune avec nous. Après, un petit flop. Alors, c'est pas vraiment un flop, mais une inquiétude. On était avec Lorenzo dans la tribune. On a eu Ouya. Alors, c'est vrai qu'il est plein de volonté, mais on l'aide pas beaucoup, ce garçon. On le balade partout. Alors là, arrière gauche, je vous avoue qu'en première mi-temps, notamment, parce que là, il était vraiment juste devant nous. On est quasiment au poteau de corner. On a vraiment eu quelques craintes et de positionnement, d'échange avec Diallo. Et si Diallo a pas forcément fait un gros match ce week-end, c'est aussi parce qu'il n'est pas aidé non plus par un arrière latéral gauche de métier. Et tout ça, ça joue, je pense, pour ces deux joueurs, en tout cas. Donc voilà, Ouais, c'est mais les en deux que fait, je nous, on retiendrai. voyait qu'il a fait 2-3 fautes un peu, je dirais, bizarres pour De placement, pour un arrière ouais, gauche, mais c'était vraiment placement. On ne savait c'est pas ça. comment marquer l'attaquant qui arrivait parce que si tu n'es pas habitué sur ton côté, c'est difficile, quoi. Et moi, à chaque fois qu'on fait le bistrot, je le dis, à un moment donné, il faudrait quand même avoir des latéraux, soit à gauche, soit à droite, hein. Si on les a pas, il faudrait quand même les chercher. À un moment donné, on ne peut pas jouer. On a terminé avec Diakité, je pense, à À gauche gauche. et Diallo à droite. Voilà. Surtout qu'il a eu en première mi-temps, en changeant la charnière. ouais, c'est Ah, ça. non, Et surtout qu'il a eu, notamment en première mi-temps, Ronny Lopez, qui a fait une bonne première, qui s'est un peu éteint en deuxième, malheureusement, mais qui a fait une bonne première. Il était toujours dans son secteur de jeu, et ouais, c'était un petit peu compliqué pour le placement. Mais il fait de son mieux, et voilà, l'état d'esprit est toujours là, en tout cas. Alors, Baptiste continue en flop, il dit François, c'est-à-dire moi. Quand il n'est pas là, on voit 5 buts, et donc il veut donner mon abonnement à Lorenzo pour qu'il puisse venir assister au match. Et je ne sais pas si je l'aurais donné à Crico, en fait, hein. Je ne sais pas si je l'ai là, hein, parce que là, je ne sais pas. Je suis pas tout à fait d'accord, mais on en parlera à l'occasion. Georges, tes tops, ton flop? Alors, vite fait, un flop, l'animation globale offensive contre Brest, hormis peut-être Ounas. Et puis, en top, l'animation offensive contre Troyes qui a été exceptionnelle, y compris Zegrova. Et je voudrais donner un gros top, moi, parce qu'on n'en parle pas, à Monsieur Fonseca, parce que dimanche contre Troyes, quand même, je pense qu'il aurait pu avoir ce qui était un dimanche en ne plus cauchemardesque. Il démarre avec 5 joueurs absents. Il se trouve avec Ounas qui se blesse en début de match. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de match, c'est l'hécatombe. On les voit tous sortir en boitant. Il y a Wea qui sort, il y a Baleba, ça n'allait pas trop, Yoro qui a des difficultés. Et il a su garder l'équipe à flot. Il y a eu un coaching impeccable pour que l'équipe reste constante. Parce que je me suis dit, à 3-1, j'ai même eu très peur en me disant, mais comment il va pouvoir continuer? Enfin, je veux dire, il va devoir faire. La seule solution, s'il y avait encore un joueur qui se mettait, c'était de faire entrer un gardien de but dans le champ. Et finalement, il est resté constant. Il a été beaucoup plus loin que ça parce que l'équipe a continué à marquer, être efficace. Et ça, je pense que ça en dit long sur un coach qui a su être extrêmement pragmatique dans un contexte où il n'a pas été gâté, quoi. Alors, Eric, tu n'as pas vu les matchs dans l'intégralité, mais on Alors, peut élargir à tes top et flops finalement depuis le début de saison. Ouais, alors, moi, ce que je dirais, c'est que j'ai sur les discours de Fonseca, sur la façon dont il a envie de mettre les choses en place et l'honnêteté qu'il a eue dans les propos il y a peu de temps et tout, je trouve que il y a peut-être quelqu'un là de grande valeur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un de grande valeur sur le fond. Alors, je dirais que je le mettrais dans mon top parce qu'il me plaît. Et après, je vais être un petit peu vilain parce que je mettrai, je parlerai de la direction sportive où je parlerai de l'envie de donner un petit peu plus de moyens à Fonseca
pour redonner un petit peu plus de peps à l'ensemble des choses, pour essayer d'étoffer un petit peu. Lorenzo parlait des côtés, mais il n'y a pas que les côtés à étoffer, il y a peut-être des choses à étoffer un petit peu sur l'ensemble de l'équipe ou de l'effectif. Alors je dirais que je mets mon top au coach et je mets mon top à la tête pensante du club ou aux finances ou à qui, je ne sais pas. Et encore une fois, je comprends toutes les difficultés à mettre en place des choses, hein, mais j'ai l'impression que c'est dommage, il ne manque pas beaucoup de choses pour qu'à un moment ou à un autre, cette équipe évite d'être dans le cas de figure de Brest et soit un petit peu plus dans le cas de figure de Troyes. Voilà. Le message est passé. De temps en temps, on nous écoute à la direction du LOSC. En tout cas, c'est un message qu'on partage complètement. Alors, juste pour terminer ces top et flop, il y en a un de Capenoul que je voudrais partager avec vous. C'est concernant la blessure d'Ounas. C'est un peu le flop de cette semaine, avec notamment une remarque. Est-ce qu'il se serait blessé sans les tapis publicitaires placés si près du terrain? C'est une question que... Alors, je n'étais pas présent au match, hein, j'ai été dénoncé par Baptiste, hein, mais ceux qui étaient présents, je vous laisse réfléchir sur le sujet et en tout cas alerter qui de droit sur cette situation. Clairement, on est à l'autre bout du terrain, donc c'est pour nous impossible de juger, en tout cas de notre tribune. La remarque est pertinente parce qu'il, pour le coup, il se prend les pieds dedans, quoi. Alors ouais, voilà, c'est trop compliqué à ce moment-là. On met les panneaux à 50 mètres de. Ouais. On peut pas tout gérer les aléas d'un match ou de la panneautique qui est autour d'un terrain. C'est trop compliqué. C'est pas, pas un panneau. Quelqu'un qui va se blesser sur le poteau, on va dire on enlève le poteau. Enfin, ça fait partie du jeu. Ça fait partie des aléas. Oui, les aléas, elle est là, mais elle est là depuis 10 ans. Donc, ça fait partie malheureusement du jeu. C'est sûr que c'est très dommageable pour le LOSC et pour Ounas en particulier, mais ça fait partie des aléas. On ne peut pas tout enlever. Si on veut le risque zéro, on ne met pas de supporters, on met pas de. Alors, on met juste le terrain, on met même pas les piquets de corner, quoi. Je sais pas. On peut aller à l'extrême. Donc oui, c'est triste, c'est dommageable, et nous on est supporters du LOSC, donc naturellement on n'aime pas voir des blessures comme ça, mais on ne peut pas tout prévenir de tout, ce serait trop facile. Enfin, trop facile, non, c'est trop compliqué de tout prévoir. Oui, il a pris les panneaux publicitaires, c'est dommage. En guise de conclusion, il y a Marcel qui nous dit « Les tapis ont toujours faussé les matchs dans l'histoire du football. » on va retenir ça finalement pour terminer cette deuxième partie d'émission. Troisième partie, Coupe de France. Attention à Pau pour la chasse à la coupe. Alors, prochain rendez-vous, c'est la Coupe de France, donc les 16e de finale contre Pau, qui est 15e de Ligue 2, 22 points. Ils sont à 3 points du premier relégable, 5 victoires, 7 nuls, 7 défaites. C'est une équipe qui a un parcours qui était plutôt honnête jusqu'au mois de décembre. Là, il s'essouffle un peu depuis la reprise du championnat après la trêve de la Coupe du Monde. Et par contre, ils restent sur un excellent résultat en Coupe de France. Ils ont éliminé Montpellier, même si les mauvaises langues vont dire qu'en ce moment, battre Montpellier, ce n'est pas vraiment un exploit. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Très rapidement, un petit tour de table. Est-ce que, bon, on a dit la semaine dernière que l'objectif de Lille, ça pouvait être la Coupe de France cette année, mais est-ce que Pau 15e de Ligue 2, c'est un match facile ou un match piège? Georges, je te vois opiner du chef. Non, moi je sais. D'abord, la question, c'est de savoir quelle équipe Fonseca va être en capacité d'aligner, parce qu'entre les blessés, les convalescents, les retours, je ne suis pas sûr qu'on ait une équipe au grand complet. Donc, ça va peut-être être une revue d'effectifs. Après, oui, dans l'absolu, Pau, ça reste une équipe de Ligue 2, c'est à porter. On connaît les aléas de la coupe, mais c'est sûr qu'on l'évoquait cette année. Comme chaque année, la Coupe de France, c'est un truc à ne pas négliger, mais plus que les autres années, notamment la passion qu'a Fonseca pour les coupes nationales me laisse à penser que ça va être un objectif à part entière. Seul problème, c'est que là, je pense qu'il faudra quand même composer avec une équipe plus que remaniée, quoi. Lorenzo?
Bah, écoute, normalement, vu le des match joueurs. de 3, on pourrait dire, ouais, non, mais ça va, facile, tout ça, etc. Mais après, je pense que c'est le pire match que tu peux jouer après un match comme ça, à part les blessés et tout ce qui s'est passé, en fait. Mais c'est vraiment un peu un test contre une équipe que sûrement, bah, elle vient jouer comme s'il n'a rien à perdre, parce qu'ils ont rien à perdre, mais ils peuvent quand même essayer de faire un gros match au stade, à Mauroy. Donc voilà, ça peut être un match piège si on est un peu fatigué ou on est un peu en train de dire, OK, on essaye un peu de récupérer les hommes et tout ça pour Nice, ça va être, ça peut être un match piège, hein. Mais voilà, moi j'espère juste qu'il y aura du temps pour ceux qui n'ont pas trop joué, même si à la fin, enfin, les joueurs, c'est ce qu'on avait contre 3, donc il n'y aura pas forcément trop de changements. Mais Michel, Eric, vous avez joué des matchs de Coupe de France avec des clubs de Ligue 1, de Ligue 2. Comment on appréhende un match comme celui-là où l'écart paraît quand même très nettement en faveur du LOSC, mais avec une obligation finalement de résultat qui vient finalement donner un peu de pression à l'équipe et au club? Je sais, encore une fois, l'abord du match, et le coach va être déterminant dans le fait de faire comprendre qu'un match quel qu'il soit, on le gagne qu'à la 90e, ou un peu plus, si on doit aller un peu plus loin. Mais donc, ça ne sera pas facile. C'est les joueurs qui vont rendre les choses faciles très rapidement au début du match. Tout est une question d'état d'esprit. Et encore une fois, il faudra voir l'engagement qui vont être et savoir psychologiquement dans quelle approche ils vont être. S'ils sont dans une approche normale, à se dire que Pau, bah, c'est comme Troyes, c'est comme Brest, c'est comme Lorient, c'est comme machin, il n'y a pas de problème. Ils seront supérieurs. Ils sont supérieurs. Le problème, c'est d'avoir une approche de se dire, dans tous les cas, oui, comme si le match, on le gagnait sans l'avoir joué. Ça, on en a connu, on en a perdu, comme ça, et c'est la seule problématique. C'est le seul truc, c'est là où Fonseca a un gros travail. Ça va être intéressant de voir comment Fonseca va aborder psychologiquement ce match avec ses joueurs et comment il va les mettre en place pour ça. Ça va être intéressant. Michel, c'est toujours particulier les matchs de coupe? Non, moi, je pense à autre chose. Je pense surtout à l'effectif du LOSC, parce que c'est Georges qui en parlait tout à l'heure, avec l'hécatombe sur le dernier match. Donc là, il joue qu'une fois par semaine, il me semble. Il n'y a pas de match dans la semaine, mais je ne sais pas combien de joueurs il va pouvoir récupérer d'ici Pau et l'anticipation du match à Nice. Donc, intrinsèquement, même avec une équipe 1 bis, je pense qu'ils ont le potentiel pour passer. Mais après, c'est surtout une gestion d'effectifs et savoir le nombre de blessés qui vont pouvoir revenir entre le match de Troyes et celui de Pau ou celui de Nice, parce qu'il y a quand même énormément de joueurs qui sont sur le côté, quoi. Moi je n'avais pas suivi le match, donc quand je suis arrivé au stade à 12h40, j'ai regardé la feuille de match, je me dis, je ne comprends pas, Troyes, ils avaient 3 remplaçants de plus que nous. Et donc, je me suis dit, c'est quand même un peu compliqué d'avoir que si peu de remplaçants, alors que tu as le droit maintenant, je ne sais plus, à 8 ou 7 ou 8, c'est ça? C'est 2 gardiens et 5 ou 6 joueurs de champ. Tout à fait. Et donc là, je ne sais pas où en sont les blessés. Quand on va reparler de Wea qui joue latéral gauche, alors que normalement, il y a 2 latéraux qui sont au club. Donc, il y a Ismaili et le deuxième, j'ai oublié. Gudmundsson. Voilà. On donc, l'a tous oublié un peu. Hein. Je sais pas Lorenzo, pourquoi, c'est pas gentil, blessé de ça. longue date. Non, mais je dis pas, il n'a pas eu de chance hein. parce que l'année dernière, il a été bon. Hein. Enfin, Oui, on a parlé avec Marcel, avec Rico, mais c'est qu'on l'a oublié parce que on avait l'impression que c'était une blessure de 2-3 semaines et ça fait 2 mois. 3-4 mois. Même Voilà. plus, parce que cette année, il n'a pas joué. Donc De voilà, mémoire. c'est ça. Hein. De mémoire, c'était une pubalgie. Donc, Pardon. Non. Donc, pour terminer, voilà, avant de parler de ce que c'est qu'un match de Coupe de France, il faut déjà, et puis même se mettre dans la peau de Pau. Il y en a beaucoup comme ça sur le Facebook. Non, mais hein, je vais c'est pas savoir aussi, eux, ils sont à la première place non relégable. Ils sont à 3 points du relégable. Tout à fait, 3 points du relégable. Je pense que s'il y a un choix de battre Lille, ce serait un exploit certes pour passer en 8e ou rester en L2, je pense que Pau ne se pose même pas.
Ouais, mais Donc, Michel, je ne sais même pas avec quelle équipe ils vont venir. sur ce match, je m'excuse, Mich, mais sur ce match, ils vont pas se poser la question en jouant contre Lille. On gagne pas contre Lille parce qu'on va se sauver en D2. Non, 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 non. Non, je dis juste, que le coach, il va se dire, s'ils peuvent sortir une équipe de première division, ils vont la sortir. Oui, mais déjà, je pense qu'intrinsèquement, ça va être compliqué. Et d'autre part, s'il joue à 300%, tout est possible. Il joue à 100%, il y a des expulsés, il y a des blessés, on peut tout imaginer comme dans tout match. Et que la semaine suivante, je ne sais pas contre qui il joue en L2, à domicile ou à l'extérieur, et qu'il lui manque 10 ou 20% de son effectif ou de son potentiel, pour le match en L2, c'est autre chose, quoi. Ouais, donc les deux équipes pensent je pense que les deux équipes pensent la même. C'est toujours Didier Tolo. Très difficile, bien sûr, c'est très très difficile. C'est Didier Tolo qui est là-bas. C'est Didier Tolo qui entraîne l'équipe, tout à fait. Didier a quand même un état d'esprit plutôt. Il était à Lausanne avant. Plutôt positif et il aime gagner les matchs. Même si il est dans une situation compliquée avec Pau, mais il aime gagner les matchs. C'est toujours compliqué. Hein. J'ai joué contre Rouen quand j'étais au Havre, en seconde division, on était premier. Je jouais contre Rouen, où il y avait Michel Titoka en face, et ils étaient deuxième ou troisième ou quatrième. Et croyez-moi que c'était compliqué, quoi, et qu'ils voulaient machin et tout. Et on avait, à mon avis, bon, je te le dis aujourd'hui, on était beaucoup plus fort, hein, Michel. Mais bon, voilà, c'était ce jour-là. C'était à Rouen ou au Havre? C'était à Rouen. La cicatrice de Michel, elle date de ce jour-là. Ouais, j'ai perdu à Rouen. Ouais. Il a perdu à Rouen. Non, on a fait match nul. Non, j'y crois pas du tout. Mais si, bien sûr. Bon, tu regarderas, tu verras 2-2. Michel, la cicatrice sur ton tibia, ça date de ce match-là? Bien sûr. Ouais, mais j'avais pas mon ami en face de moi, j'avais Huvenard. D'accord. Ce qui est peut-être encore pire. Et oui, lui, c'était un phénomène aussi. Lui. Thierry, qui est un garçon charmant, hein, que je connais bien. Thierry est un garçon adorable et charmant. Mais sur le terrain, il envoyait. Hein. Alors, si vous avez aimé les blagues de Michel sur Pau, les jeux de mots sur Pau, il y en a plein. Il y en a plein sur les réseaux sociaux, donc je vous invite à lire les commentaires, vous les noterez. Il y en a juste un que je voulais relever de Capenoul, qui est à la fois un hommage à ton métier de viticulteur et un hommage à la soirée. Il souligne qu'en Gambardella, il y a un pot Cholet à déguster. Donc voilà, on va retenir que celle-là, mais il y en a des nettement pires sur les commentaires. Donc allez-y, partez. Imaginez. Christophe, tu n'es pas encore intervenu sur le match de Coupe de France, je vais te laisser conclure. Juste de réflexion, on a l'habitude de gagner contre l'équipe, on l'a vu dans le derby, ça c'est la première chose. Et juste une deuxième chose, ouais, de temps en temps on en fait une quand même, hein. On se prépare, on se chauffe doucement. Et une deuxième chose, je voudrais prévenir l'équipe de Pau que c'est un match de Coupe de France. Donc arrivez tôt, la dernière fois, nous on a mis 40 minutes, eux ne sont pas connus, nous on est supporters officiels et on a du mal à rentrer dans le stade. Arrivez tôt, équipe de Pau. Voilà, c'est un vrai scandale. C'est un scandale. Je ne suis pas sûr que le message s'adresse à l'équipe de Pau, là. Non, mais le message est déjà passé aussi. On en a parlé la semaine dernière. Et il y a eu beaucoup de remontées sur les réseaux sociaux et même dans la presse. Voilà, il est temps, Lorenzo. Je vous donne juste une pépite parce que ça, je l'avais écrit, on l'avait écrit avec des autres potes avec lesquels on parle de football français en Italie. Mais en fait, à part ils ont fait un scouting un peu international, l'équipe de Pau. Je ne sais pas ça vient de quoi. En fait, je ne connais pas l'histoire, donc je ne sais pas. Mais dès qu'ils ont acheté un attaquant vietnamien tel Nguyen Quang Ai en 97, lui, ils ont doublé ou triplé les followers qu'ils avaient sur Instagram. Parce qu'il y avait beaucoup de gens d'Asie qui ont commencé à les suivre. Ouais. C'est pas, je rigole pas. Il faut recruter des Asiatiques. Il faut recruter vietnamiens, mais il faut aussi savoir écrire correctement leur nom. Ça, c'est peut-être un peu c'est compliqué. Il y a beaucoup d'accents, tout ça, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Bon, il est temps de terminer cette émission. Il est 22h05. On a été bavard comme d'habitude, en tout cas, mais c'était une soirée très intéressante. Alors, je voulais remercier Michel et Eric pour leur venue, pour leur témoignage et pour leurs anecdotes. Vous avez quelque chose à rajouter? Vous voulez dire au revoir? Vous voulez un dernier commentaire?
Non, rien. J'étais enchanté déjà de parler, parce que ça m'arrive moins quand même de parler un petit peu football, de parler du LOSC, parce que c'est quand même 15-17 ans d'une partie de ma vie importante, celle qui a fait certainement en sorte que je sois celui que je suis aujourd'hui. Donc, et bon, voilà, c'est toujours bien. Je suis fier aussi de voir qu'il y a des gens comme, tiens, Lorenzo Mazzi, qui est un Italien et qui est maintenant un supporter du LOC, Christophe, Georges, sont des gens qui peuvent parler de ces matchs où ils nous ont vus, où je parle pour Georges qui remettait quelques anecdotes. Donc voilà, le temps passe, les fidèles sont toujours là, a priori. Le sport domine, c'est l'essentiel. Michel, à part le fait que j'ai reçu le lien vers ton but refusé que je vais t'envoyer dès la fin de l'émission, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est toujours un plaisir. Là, c'est la deuxième fois que j'ai la chance de participer à cette émission et bah, c'est vachement sympa parce qu'il y a de tout, quoi. On parle du club, on parle des anecdotes, on parle de l'ancien temps, enfin, on parle des vins d'Éric. C'est très, très varié et moi, j'aime ça, quoi. Donc, c'est vraiment un plaisir de participer à cette émission avec des interlocuteurs que l'on ne connaît pas personnellement, mais qui on voit suivent de très près la vie du club. Et ça, c'est très bien. Et il faudrait qu'il y en ait encore plus, et encore plus, et encore plus. Mais non, c'est vraiment une émission très sympa et surtout impératif de la garder et de faire en sorte qu'elle soit longue dans le temps. Ben, on va essayer, ça fait déjà 3 saisons et on a du mal à nous mettre dehors, d'autant plus qu'on fait l'émission chez nous, alors c'est forcément difficile de nous mettre dehors. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Alors, merci en tout cas de votre participation. La semaine prochaine, on a encore un invité qui est dans un autre registre, mais que vous connaissez également. On aura Sylvain Charlet, le journaliste de France Bleu qui commente les matchs en direct, donc il fait le plaisir de venir nous discuter un peu du LOSC avec nous. Donc, on le recevra mardi prochain. Donc, merci Eric, merci Michel. Je voulais remercier aussi Georges. Merci à toi. Merci à toi aussi, et puis au plaisir. Merci Lorenzo, merci à toi. J'espère que tu as gardé plein de bons souvenirs de ton séjour lillois. Bien sûr. Non, mais voilà, c'était juste pour conclure, c'était vraiment, moi, j'ai vécu beaucoup de fois à Mauroy parce que quand même, j'ai étudié les 3 ans, donc j'ai eu la possibilité et j'ai commencé à apprécier le club en allant au stade chaque samedi ou chaque dimanche quand je pouvais. Mais là, j'ai fait une expérience un petit peu différente dans le sens de l'affaire avec des gens qui suivent le club de près, qui sont de Lille, qui connaissent la ville, le club, tout ça. C'était vraiment une expérience particulière, donc je vous remercie. On le répétera sûrement. Je remercie aussi Marcel parce que moi, je sortais du stade, il y avait un vent, il faisait froid incroyable. Il m'a invité chez lui avec sa famille, tout ça. Donc, j'ai passé un après-midi vraiment incroyable et avec des gens qui, comme je disais, supportent le LOSC et suivent le LOSC. Il y avait même ses fils, tout ça, etc. Donc, c'était vraiment un bon souvenir et un bon, voilà, ça m'a donné encore plus envie de continuer à connaître ce qui est le club, ce qui est la ville et ce qui est le Nord. Et ça m'a convaincu encore plus de comment sont les gens du Nord. Mais sur ça, j'avais pas vraiment beaucoup de doutes en fait. Donc, merci à tous, vraiment. Merci Lorenzo. Merci, et on en reparlera notamment à Nice au prochain match où on aura le plaisir d'assister ensemble dans la tribune au prochain match du LOSC. D'ailleurs, on ne sera pas qu'à 2, il y aura aussi Christophe qui sera avec nous. Donc merci Christophe. Un dernier mot. Merci à vous. Merci à vous, merci à Michel et merci à Eric. Et j'ai dans ma cave 2 cuvées. Voilà, dont une est bien entamée et merci beaucoup. Non, mais avec plaisir. Et puis merci à vous encore une fois. Merci François. Et puis bonne continuation, hein, François. Et puis beaucoup de courage pour tout ça. Et puis voilà, la vie est belle, quoi. Tout va bien. Alors, merci bien sûr à tous les supporters qui nous ont regardés ce soir, qui étaient intéressés finalement par ce retour dans le passé. Merci à vous pour votre participation qui est toujours très enrichissante. Je vous souhaite à tous une excellente semaine avec ce match de Coupe de France. On se retrouve mardi prochain à 20h30 donc avec Sylvain Charlet sur le Facebook du Bistrot des LOSC. Et avant de vous quitter, bien sûr, on va pousser ensemble notre cri de guerre à 3, 1, 2, 3. Allez le LOSC!
À bientôt. Forza Ciao. Roma. Salut. Ciao, Allez, bye. ciao. Salut.